Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Putsch Live. On va revenir sur le mouvement des Gilets jaunes. Où en est le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a un avenir? On va essayer de comprendre aussi pourquoi le mouvement s'est essoufflé. On va essayer de comprendre aussi la façon dont les Gilets jaunes ont été invisibilisés dans le débat public ces derniers mois. Voilà, c'est un nouveau programme que je vous propose aujourd'hui. Alors, où en sont les Gilets jaunes? Alors, l'état des lieux des Gilets jaunes, il est assez simple aujourd'hui. C'est vrai qu'on les voit moins. Ils sont moins présents. Mais ils sont moins présents où, finalement? Ils sont moins présents dans les médias, voire pas du tout présents, je le disais, carrément invisibilisés par les grands médias mainstream. Les Gilets jaunes, ils ont été passés sous le boisseau, finalement, du silence, du mépris, de l'arrogance et de la condescendance. Mais il y a quand même des choses qui se font, concrètement. Mais ça demande d'aller chercher, d'aller fouiller, d'avoir aussi des contacts à droite à gauche avec une série de groupes de Gilets jaunes, des collectifs qui se montent, des associations citoyennes, des mouvements aussi qui sont assez présents, qui proposent pas mal de choses. Je pense notamment au syndicat Gilets jaunes, là, qui organise une grande marche des oubliés, comme ils l'appellent, de Montpellier à Paris. Il y a aussi le MCP, je crois, le mouvement constituant populaire. Il y a toute une série de choses qui sont là, démocratie et écologie, je crois aussi, me semble-t-il. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent, mais ça demande effectivement qu'on aille chercher un peu l'information, et on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses et que le mouvement des Gilets jaunes, il n'est plus dans la rue, il est très peu dans la rue finalement, parce qu'il y a encore des manifestations, on le voit, il y a encore des gens qui battent le pavé, bien entendu, mais il faut quand même être clair, on n'est plus sur les grandes mobilisations de novembre 2018 jusqu'à la fin de l'année 2019, voire début 2020, avant la crise de la Covid-19, bien entendu, mais il y a des choses qui se passent, et on va essayer de réfléchir aujourd'hui un peu à savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ils ont été invisibilisés, et finalement, est-ce qu'il y a un espoir de contestation populaire dans les mois à venir, dans les semaines à venir, peut-être. Voilà un peu le thème de cette émission. Alors, comme je le disais, effectivement, il y a pas mal de collectifs qui se montent aujourd'hui, pas mal de gens qui travaillent aussi sur ces questions de démocratie, de RIC, vous le savez, ça a été beaucoup demandé, de justice sociale, de justice fiscale. Ça, c'était vraiment les grands atouts du mouvement des Gilets jaunes. Moi, je définis bien le mouvement des Gilets jaunes. Les perturbateurs qui étaient une infime minorité, il faut toujours bien le définir. Et puis après, la masse des citoyens qui étaient là sur les ronds-points, on l'a vu dès novembre 2018, énormément de monde sur les ronds-points, énormément de monde dans les rues, notamment de Paris, bien entendu. On a tous en mémoire les grands actes qui ont fini d'ailleurs dans la déliquescence de la violence. Et ça, il faudrait y revenir. Et beaucoup de gens en ont déjà parlé, on fait des études là-dessus, des vidéos. Il faudra aussi comprendre. Mais là, je vous laisse vous tourner vers les gens qui ont travaillé sur ce sujet-là. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que pour les avoir suivis dès novembre 2018, les premiers ronds-points, c'était très bon enfant. On n'a jamais, nous, été mal reçus sur les ronds-points. Il faut quand même dire que ce mouvement, il s'est essoufflé pour deux choses. D'une part, il y a eu une répression, on peut pas la nier, une répression qui a été faite dans les manifestations, également des Gilets jaunes qui ont été condamnés à des lourdes peines. Beaucoup ont fait de la prison, des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire, qui n'avaient jamais eu affaire à la justice, ce qu'on appelle pompeusement, enfin moi je sais pas trop ce terme, mais des primo-délinquants. Enfin aujourd'hui, c'était quand même des gens qui venaient en manifestation et qui ont été interpellés, mis en garde à vue et souvent passés en comparution immédiate. Donc effectivement, cette répression, bien entendu, elle a refroidi beaucoup de monde. Pour avoir parlé avec des centaines de gens en 2 ans et demi, il y a beaucoup de gens qui me disent encore aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, moi je le soutiens, j'en faisais partie tout au début, même des gens, on va dire classe moyenne supérieure presque, qui en faisaient partie, mais au vu de la tourne des événements, ils ont préféré effectivement rentrer chez eux pour éviter d'avoir des ennuis avec la police, d'avoir des ennuis judiciaires également. Donc ça a quand même pas mal mis un coup dans les reins au mouvement, ça c'est évident, je crois qu'il y a possibilité de le contester. Il y a eu aussi une désorganisation du mouvement. Ça a été dès le début, c'est ce qui faisait la beauté du mouvement des Gilets jaunes, c'était ces citoyens qui se connaissaient pas, je l'ai dit souvent sur certains plateaux, de gens qui se connaissaient pas forcément dans les lotissements, dans les petits villages, dans les moyennes villes, et qui ont appris à se connaître, ils se sont rencontrés sur les ronds-points, autour de grillades, dans le froid de novembre, sous la pluie, je me rappelle, Nord-Normandie, la pluie, le froid, la nuit qui tombe à 4h30, et tous ces gens qui étaient sur les ronds-points. J'ai rencontré des gens qui votaient à l'extrême gauche, j'ai rencontré des gens qui votaient à l'extrême droite, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui ne croyaient plus du tout à la politique et qui sont sortis comme ça, comme un seul homme sur les ronds-points, et ils ont rencontré de ci, de là leurs voisins, des gens du village d'en face, de la maison d'à côté, et ça c'était extrêmement intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai élan populaire. Ensuite, le revers de la médaille, c'est que les Gilets jaunes, dans leur ensemble, n'ont pas voulu de représentants. Ce qu'on peut comprendre avec une telle délégitimation de la classe politique, de la classe médiatique,
et des syndicats, parce qu'il ne faut jamais oublier que les Gilets jaunes se sont faits sans les syndicats dès le début, donc ça c'est une donnée très importante. Ils n'ont pas voulu avoir de chef, de représentants. Ça peut se comprendre. Mais sur le long terme, après, ça va poser des problèmes. Et on l'a vu que ça a posé des problèmes parce que c'est vrai que tous les gens, toutes les figures qui sont sorties, qui ont mis la tête un peu hors de l'eau et qui ont tenté d'aller sur les plateaux télé au début, d'ailleurs on va en reparler du rapport des Gilets jaunes avec les médias, on leur a coupé la tête, une bonne vieille technique française. On peut comprendre donc l'idée d'un côté que la plupart des Gilets jaunes ne voulaient absolument pas être représentés parce que la peur finalement d'être trahis, d'avoir des gens qui vont vulgairement aller à la soupe au bout d'un moment, notamment par la médiatisation rapide, intense, et puis une volonté aussi de faire bloc et de faire ce que j'appelle la démocratie horizontale, chose quand même qui est très très compliquée à mettre en place, parce que bien entendu, si vous n'avez pas du moins un porte-parole, quelqu'un qui porte une voix, même s'il est adoubé par une communauté de gens qui lui demandent effectivement un mandat, on va dire symbolique, d'aller représenter les revendications, au bout d'un moment, ce mouvement, il s'est essoufflé à cause de ça, et il y a eu énormément de guerres internes, mais je vous rappelle, et je vous rassure immédiatement, les guerres internes, les problèmes d'ego, c'est pas vrai que chez les Gilets jaunes, c'est absolument vrai partout, dans la politique, dans les médias, et ça a parsemé d'histoires, d'intrigues entre, même dans le pouvoir absolu. Donc ça, c'est absolument humain, cette idée-là, même d'avoir des combats de jalousie, de gens qui prennent finalement, comme on dit dans la Startup Nation, Emmanuel Macron, le lead, c'est-à-dire qui prennent le flambeau et qui vont se faire un peu vulgairement saccager parce qu'ils sont devant et que les autres sont derrière. Mais je crois que ça aussi, même si sur les premières semaines, les premiers mois, on a pu comprendre justement cette volonté de dénigrer absolument toute représentation pour éviter d'être trahi, je le répète, la peur de la trahison manifeste des Gilets jaunes qui ont été trahis, parce que les Gilets jaunes, on va essayer de le définir aussi. Qui sont les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, je le dis tout le temps, c'est la France périphérique, c'est les Français qui ont été recalés après les grandes métropoles, qui ont été recalés après les banlieues, qui se sont retrouvés dans des zones pavillonnaires, dans des petits villages, des petites villes, qui se sont retrouvés finalement envoyés au fin fond de la France parce que les bassins d'emploi n'existaient plus, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'habiter dans les grandes villes. Donc finalement, ça a été une ségrégation financière, économique. Et c'était la France, ce que j'appelle moi la vraie France, dans le sens cette France périphérique, des petits villages, des cafés, cette France, on va dire, multiséculaire, de gens qui travaillent également, parce que les Gilets jaunes, c'était beaucoup de travailleurs, ou c'est toujours d'ailleurs beaucoup de travailleurs, les gens qui rallient la cause des Gilets jaunes ou qui la rallient depuis chez eux dans leur canapé, mais qui sont toujours très attentifs à ce qui s'y passe. Et cette France-là, elle s'est sentie déclassée, parce que cette France-là, elle n'est ni plus ni moins que cette France qui a perdu dans la mondialisation, qui a perdu par rapport au cadre supérieur des grandes métropoles, par rapport à la technocratie, par rapport à la classe politique, l'élite politique, depuis les années 83. Et pendant 30 ans, finalement, on a reclassé ces gens, on a recalé ces gens au fond de la France, aux quatre coins de la France, et on leur a pas du tout prêté attention. Et à chaque fois qu'ils ont essayé de lever le nez, on les a méprisés, on les a brocardés. Il a fallu voir comment les médias ont traité les Gilets jaunes, les grands médias mainstream ont traité les Gilets jaunes. C'était absolument scandaleux et inadmissible. Alors souvent, on me rétorque que les Gilets jaunes ont eu beaucoup la parole sur le plateau télé. Certes, il serait qu'ils ont eu beaucoup la parole, mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles ils avaient la parole. Ils se sont retrouvés sur les plateaux télé. Déjà, c'est intimidant la télévision. Et on s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas habitués, notamment au code de la télévision, qui étaient face à 3-4 personnes sur les plateaux, 10 spécialistes, consultants, éditorialistes politiques, qui étaient extrêmement méprisants envers eux, qui étaient remontés comme des pendules et qui essayaient finalement de ni plus ni moins que de les ridiculiser sur un plateau télé. Et quand on n'a pas les codes de la télé, c'est très compliqué. Donc les Gilets jaunes n'ont jamais combattu à armes égales sur les plateaux télé. Il y en a quelques-uns qui sont parvenus finalement à tenir tête. On pense notamment à Jérôme Rodriguez, entre autres, continue lui à avoir sa vie médiatique et son combat. Quoi qu'on en pense, il a un combat. Mais ils sont très rares finalement, les Gilets jaunes, qui ont tenu tête sur les plateaux télé et qui ont pu avoir la répartie de pouvoir répondre. Et puis il y a ceux aussi qui ont été sur les plateaux télé, mais qui n'avaient pas envie d'y être forcément et qui, au moment donné, ne se sont pas sentis à leur place. Alors tout ça a fait que ça a invisibilisé le mouvement, bien entendu. Après, il y a eu, moi j'ai été très frappé pour les conséquences que ça a eu, notamment des grands médias, qui ont mis la violence, je me souviens de combien de centaines d'heures d'émissions où les Gilets jaunes qui étaient invités sur les plateaux, notamment en fin de journée, pendant que les violences étaient en cours dans Paris notamment,
où on leur demandait de se justifier pendant 14 minutes de combattre les violences ou de contester ou de dénoncer bien entendu les violences, alors qu'on leur posait pas la question de savoir quelles étaient les revendications. Et bien entendu, il était extrêmement simple, très facile sur un plateau télé à 4, 5 contre 1, de dire finalement vos revendications sont confuses, on comprend pas ce que vous voulez, mais vous êtes finalement... Et pour ceux qui parlaient bien, rappelez-vous de l'avocat François Boulot, que j'ai souvent reçu sur Putsch, je me souviens un jour qu'on lui a dit « mais vous pouvez pas être un gilet jaune parce que vous parlez trop bien et vous devez forcément être poussé par une espèce de soubassement politique ou une main invisible qui vous aurait mis sur un plateau télé de manière à parler sous la libye du gilet jaune, mais pour défendre des idées politiques. » Voilà finalement le pot pourri de ce qu'ont vécu les gilets jaunes pendant plusieurs mois. Moi, j'ai été scandalisé, bien entendu, ce traitement médiatique, et ce que ça représente, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a, j'en ai parlé souvent, on a la sécession des élites, c'est-à-dire une élite politico-médiatique qui finalement défend les mêmes intérêts, défend les mêmes enjeux, est absolument progressiste, tournée vers le marché mondial, tournée vers la société fluide, et qui, elle, cette élite, n'est pas perdante dans la mondialisation, parce qu'elle y gagne finalement, parce qu'elle a des revenus qui lui permettent, et un carnet qui lui permettent de profiter de la mondialisation, à la grande différence des Gilets jaunes, de ces Français moyens qui se sont retrouvés, eux, complètement harassés de charges, avec un pouvoir d'achat en berne. On parlera aussi de l'Union européenne, qui a énormément contribué à ne plus entendre la voix des peuples européens, et qui a fait finalement des pauvres peuples européens, de la classe moyenne et classe populaire, ce que j'appelle la classe laborieuse, des moins que rien à la mondialisation, à qui il ne fallait pas adresser la parole et à qui la vie n'était vraiment pas intéressant à écouter. D'ailleurs, on l'a bien vu sur le traité de Lisbonne, j'en parle à chaque fois parce que ce traité-là, il est central. Le traité de Lisbonne constitutionnel, c'est 2005, on vote en mai 2005, les Français votent non à plus de 50%, et en 2008, ce cher Nicolas Sarkozy fait passer ça en force au Congrès à Versailles, pratiquement le même texte qu'ils avaient amendé à quelques exceptions près pour pas avoir le même texte, mais finalement, notre élite politique, droite et gauche main dans la main, a imposé le traité de Lisbonne aux Français, et ça, c'est une fracture démocratique absolument majeure, et je suis pas persuadé encore que notre classe politique l'ait bien vu, l'ait bien ressenti. Donc, c'est pour ça qu'on a cette propagande européiste permanente, et se poser la question sur l'Union européenne, c'est faire preuve d'outrecuidance, si on a bien pensance de ce qu'il faudrait penser. Donc, on devrait crier « Hurrah, vive la BCE, vive le FMI et vive la Commission européenne ». Grosso modo, il faudrait des adorateurs de la Troïka européenne. Je vous invite à aller lire d'ailleurs le livre de Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes, les coulisses secrètes de l'Union européenne, c'est chez Babel, je vous invite à lire, c'est un livre qui fait 400-500 pages, mais vous allez voir la violence des institutions européennes qui s'en sont pris à la Grèce. On a eu une version très édulcorée de notre presse mainstream ici en France durant les événements de la Grèce, le mémorandum, le mou comme on l'appelle, mais il faut lire Varoufakis pour se rendre compte ce que l'Union européenne est en capacité avec la BCE, la Banque centrale européenne et le FMI, le Fonds monétaire international, ce qu'ils sont capables d'imposer aux nations récalcitrantes et surtout aux peuples récalcitrants de cette espèce de grand projet mondialiste. Et on voit comment la Commission européenne, finalement, est en train, depuis plusieurs années déjà, d'envoyer dans le gouffre de la paupérisation des centaines de milliers de Français. Et à un moment donné, on est en droit de se poser des questions. Le doute existe dans ce pays. Je crois que le doute et les questionnements n'est pas un délit pénal. Je crois qu'on a encore le droit d'avoir des doutes et de se renseigner. Donc c'est pour ça aussi, je trouve que les gilets jaunes, au-delà de la taxe diesel, bien entendu, c'était autre chose, c'était bien plus profond que ça, c'était bien entendu la justice sociale, c'était la justice fiscale, mais c'était aussi un besoin d'identité, c'était un besoin de se sentir français, c'était un besoin de convivialité et surtout de fraternité. Toutes les manifestations de gilets jaunes, il y avait des drapeaux français, des drapeaux bretons, des drapeaux corses, des drapeaux occitans, il y avait toute une série de drapeaux et il fallait bien voir ce que ça représentait, c'est-à-dire que c'était la volonté assumée et légitime, à mon sens, d'un enracinement. C'est-à-dire que les Gilets jaunes aussi, il y avait une fibre, pas nationalisme, une fibre patriotique. Parce qu'on sent qu'on est en train de le déposséder. L'Europe est en train de gommer tout ce qui ressemble à un peuple, une nation et un enracinement. L'Union européenne, soyons précis, a horreur des nations. L'Union européenne a horreur de l'État-nation et les Gilets jaunes en font partie. Et dans ces temps de mondialisation absolue, on le voit avec la crise du Covid, on se rend compte que la meilleure protection, finalement,
à une crise sanitaire, à une crise économique, c'est l'État-nation. On voit le maelstrom et le naufrage absolu de l'Union européenne aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Il n'y a que les européistes pro-BA qui continuent à nous dire que l'Union européenne nous sortira tous de cette crise sanitaire en ayant une stratégie vaccinale adaptée, pertinente, qui mettra en avant les rouages d'un lien fort entre les pays membres. Tout ça, c'est que de la foutaise. On l'a très très bien vu, on le voit encore, en espérant que ceux qui étaient tangents là-dessus se rendent compte de ce qui se passe. Donc le mouvement des Gilets jaunes, finalement, il est antinomique avec la mondialisation, avec ce qu'on appelle pompeusement les progressistes, qui ne sont que les petits soldats de la mondialisation, dont Bruxelles est absolument la maquerelle peut-être de cette idée même de mondialisation, c'est-à-dire arrêt des dépenses publiques, c'est-à-dire on casse l'hôpital public, on casse les services publics, on amende la réforme des retraites, on amende la réforme, on met en place, la réforme de l'allocation chômage et on continuera les privatisations, les délocalisations à l'autre bout de l'Europe, que ce soit en Pologne et en Hongrie, pays que j'aime beaucoup, mais qui bénéficient également des délocalisations, parce que eux, à un moment donné, ils ont quand même su conserver leur souveraineté et leur pouvoir de dire non, parce que la souveraineté, c'est aussi ça, c'est savoir dire non. Et aujourd'hui, avec la souveraineté européenne vendue par Emmanuel Macron depuis son discours de la Sorbonne en 2017, il n'y a pas de souveraineté européenne, ça n'existe pas, la souveraineté européenne, la souveraineté ne se partage pas, ça c'est très clair, et aujourd'hui, on essaye de nous vendre finalement pour nous accoler la souveraineté et l'Europe, on nous a trouvé souveraineté européenne, d'après notre très cher regretté Coralie Delhomme, dans Le couple franco-allemand n'existe pas, un magnifique livre qu'il faut lire, dans la suite logique de Varoufakis. Elle disait, Coralie Delhomme, qui est décédée il y a quelques mois, d'ailleurs on ira en hommage parce qu'elle était une des meilleures d'entre nous sur ces questions-là, donc je vous invite très sincèrement à lire les livres de Coralie Delhomme. Coralie Delhomme disait que le discours de la Sorbonne qu'a écrit Emmanuel Macron, il avait fait relire à Angela Merkel avant de le prononcer, parce qu'il savait que ça serait un discours fondateur Emmanuel Macron, et j'y reviens tout le temps, allez le chercher sur un moteur de recherche, discours de la Sorbonne, septembre 2017, Emmanuel Macron, lisez-le, tout est dit là-dedans, c'est-à-dire la confusion continue à régner parce qu'on déteste la nation, on déteste l'État-nation, et maintenant on crie au scandale parce qu'on se rend compte que la crise sanitaire nous a démontré par A plus B avec un C que l'État-nation était la seule source valable et que l'Union européenne était en train de se désagréger. J'en veux pour preuve également que plusieurs pays aujourd'hui, et depuis, on va dire, quelques semaines, ont fait le choix d'acheter directement les vaccins et de traiter directement les laboratoires pharmaceutiques. Ça veut bien dire que l'Union européenne qu'on nous avait vendue finalement comme celle qui allait arranger tous nos maux, qui allait négocier pour nous d'un front commun pour essayer d'avoir les meilleurs tarifs et les meilleurs vaccins, tout ça, ce n'était que de la foutaise parce que c'est pas vrai. Et on parlera même pas ici, on fera une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo en novembre dernier sur les contrats qui avaient été signés notamment entre l'Union européenne et les laboratoires pharmaceutiques qui sont des contrats extrêmement opaques, dont les députés européens, je vous invite à aller voir une vidéo de Pascal Canfin que j'ai publiée sur Putsch Media, qui même lui, député européen écologiste, président de commission, disait qu'il avait eu un des contrats en main et que tous les points importants, les points centraux, le tarif, la négociation, les conditions commerciales étaient biffés, c'est-à-dire que c'était raturé de noir. Donc ça pose quand même de sérieuses questions. Si ça, c'est faire du complotisme, je pense que là, après, ce sont des accusations qui ne discréditent que celles qui les font. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc pour en revenir aux Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est finalement, pour moi, cette première vague, cette première émergence populaire contre cette mondialisation. Cette volonté de dire, on a compris, ça y est, on a compris que la politique que nous impose depuis 83 et le tournant de l'austérité, eh bien, on s'est rendu compte qu'on y perdait, que nous, pauvres Français, de province, des campagnes, des villes moyennes, des gens qui n'étaient pas ultra diplômés, on y perd forcément, on y perd sur toute la ligne, et en plus, on continue à grignoter nos droits sociaux, contre le droit du travail, on rogne également, là, j'en ai parlé tout à l'heure, la réforme des retraites, on va rogner l'allocation chômage, on est en train de licencier partout, on délocalise, en ce moment, c'est Bosch à Rodez qui s'en va, il y a eu Bridgestone, il y a eu toute une série d'entreprises qui sont en train de fermer parce qu'ils ont été achetés par des groupes financiers qui sont presque plus puissants que des États et qui finalement font la pluie et le beau temps. Et s'ils estiment que le coût du travail est moins important en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie ou dans le Maghreb, ils iront envoyer leur entreprise, ils délocaliseront. C'est ce qu'on appelle délocalisation. Et ensuite, ben, vous avez le bassin d'emploi qui est là avec les commerces, les tabacs, tout ce qui fait la vie sociale. Eh ben, vous avez
200, 300, 400, 600 chômeurs de plus. Donc, c'est des personnes induites, c'est-à-dire que les familles autour aussi en pâtissent. Et on se retrouve dans un territoire complètement paupérisé où les gens n'ont plus de boulot, plus de travail, n'ont jamais été formés à faire autre chose. Et c'est bien normal quand vous travaillez dans l'industrie, vous êtes ouvrier, vous avez une capacité, vous connaissez votre travail et à aucun moment, vous ne pouvez pas penser que votre entreprise, l'industrie dans laquelle vous travaillez va fermer ses portes et va être délocalisée au fin fond de la Pologne ou d'autres pays de l'Europe de l'Est. Donc, bien entendu, ces gens-là se retrouvent sur le carreau. Ils n'y sont absolument pour rien, mais par contre, ils sont en train de sombrer effectivement dans une pauvreté crasse, avec une assurance chômage qui est en train aujourd'hui de se réduire comme neige au soleil. C'est manifestement la pauvreté qui attend des dizaines, voire des centaines de milliers de gens en France dans les prochains mois. Je ne parlerai même pas de la déflagration économique de la crise de la Covid-19, qui va faire une espèce de bombe sociale absolument explosive. Quand l'État débranchera les aides sociales de toutes sortes, eh ben, la France ne sera plus qu'un champ de ruines. Alors, pour ce qui est d'un peu d'espoir, parce que tout ça est très très pessimiste, je vous l'accorde bien humblement, moi je trouve que finalement le mouvement des Gilets jaunes, ça a été le hors-d'œuvre de la contestation populaire. On a pu, pour certains d'entre vous, espérer qu'à un moment donné, le mouvement est au bout et qu'on puisse avoir un grand reset démocratique, pour employer une expression à la mode, un grand reset démocratique où il y aurait, on remettrait tout à zéro, qu'on réadapterait finalement nos textes. Certains voulaient réécrire la Constitution, beaucoup d'entre vous voulaient imposer le RIC. Ça s'est pas fait parce que l'histoire, vous le savez, c'est sur le temps long. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet-là à lire le dernier livre de l'historien Patrice Guénifé sur Révolution française au pluriel, extrêmement intéressant, et vous verrez que depuis le XIIIe siècle, Patrice Guénifé le dit très bien dans son bouquin, vous verrez que les révolutions populaires, les révoltes, insurrections, qui étaient souvent dues d'ailleurs à des taxes fiscales, même au Moyen-Âge, ne se sont pas faites comme ça en l'espace de quelques mois. Vous aviez un revenu à zéro démocratique, puis à cette époque-là, la démocratie, c'était quand même un concept assez flou, mais peu importe. Mais finalement, tout ça pour dire que ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, dans sa façon d'être, dans sa façon de revendiquer, dans sa façon d'avoir été extrêmement visible, extrêmement puissant, extrêmement massif, il a quand même planté quelques graines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des gens chez les Gilets jaunes qui se sont qui se sont remis à se réemparer ou se saisir à nouveau, de leur destin national. Comment ? Eh bien, en se mettant à bosser. Moi, combien de Gilets jaunes m'ont parlé de la charte de Munich ? On me la ressort à chaque fois, mais c'est extrêmement intéressant. La charte de Munich, c'est une charte extrêmement importante pour le journaliste qui se respecte. L'indépendance du journaliste, de parler de la charte de Munich, il n'y avait pas beaucoup de débat là-dessus. En fait, c'est des gens qui ont rattrapé le temps perdu. C'est des gens qui se sont remis à bosser, qui se sont remis à comprendre le monde dans lequel ils vivaient. C'est des gens qui se sont remis finalement aussi à essayer de faire égal avec la représentation politique et toute une série d'intellectuels. Je pense que c'est un mouvement d'orgueil assez formidable de la part de ces gens qui étaient très loin de ça, qui étaient déjà harassés par le travail. On ne peut pas combiner toujours un travail extrêmement harassant et puis s'occuper de la démocratie le soir en rentrant. Voilà. Mais ces gens, ils sont nombreux qui ont fait l'effort et moi, j'ai vu beaucoup d'idées très intéressantes. Et c'est pour ça que, pour en revenir à mon propos, je crois que ça aura permis de semer pas mal de choses dans le sens où il y a quand même des gens qui se sont rendus compte de la situation, qui ont pris conscience. Après, ça a été accéléré, bien entendu, il y a eu la réforme des retraites. Rappelez-vous, beaucoup de manifestations. Pareil là, on a eu quand même des manifestations réprimées assez violemment. Il y a eu les soignants, il y a eu les pompiers, on peut en citer comme ça nombreuses depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi même. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid-19. Je pense qu'il y a de l'espoir à avoir pour ceux qui voudraient un grand reset démocratique, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même un problème dans ce pays de démocratie manifestement, et on le voit encore aujourd'hui avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui pose quand même de sérieuses questions sur la place de la représentation nationale et des décisions qui sont prises en haut lieu autour d'Emmanuel Macron dans son PC Jupiter. Donc là, on se pose la question de savoir que on est en train de nous imposer des choses qui, démocratiquement, ne sont pas du tout débattues. C'est-à-dire qu'on nous impose, on brise, on tranche, et puis on n'a qu'à accepter, sinon c'est 135 € d'amende, voire plus pour les plus téméraires d'entre vous, qui se hasarderaient malheureusement à aller enfreindre les lois. Donc ça pose vraiment des questions de fond en termes de démocratie. Jusqu'à quand ? On ne sait pas. Jusqu'où ? On ne sait pas. Toutes ces questions posent problème. La loi de sécurité globale, c'est pareil. Moi, j'y suis totalement opposé. C'est des choses qui ont été mises en place en réponse à une mobilisation populaire
d'une prise de conscience, parce que le pire pour un pouvoir quel qu'il soit, c'est la prise de conscience populaire. C'est la façon de comprendre les textes, de les relire, de comprendre le mécanisme institutionnel, de comprendre comment fonctionnent aussi nos institutions, entre l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, tout ça, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de gens qui finalement se sont emparés de ces sujets et maintenant savent très bien comment ça fonctionne. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour une nation et pour une partie. Après, je sais que vous êtes nombreux à déplorer que certains continuent à ne pas le faire. C'est le libre choix de chacun, de s'intéresser ou ne pas s'intéresser. Une nouvelle fois, je vous le dis, lisez Patrice Guénifé, vous verrez ce qu'il en est. Les révolutions en France se sont faites par une minorité d'individus. Ne croyez pas que la Révolution française s'est faite par un pays tout entier. C'est faux. Je vous renvoie vers les historiens spécialistes de la période. Allez lire. Vous pouvez lire Patrice Guénifé. J'aime beaucoup ce bouquin parce que c'est extrêmement structurant et on voit mieux à différentes époques ce qui s'est réellement passé et quelle était l'ampleur de mobilisation. Ne croyez pas une seule seconde que les mobilisations étaient extrêmement massives. Ça s'est toujours fait avec une minorité. Il faut aussi relativiser. Vous aurez toujours, dans un pays quel qu'il soit, ce que j'appelle une masse molle, une masse inerte de gens qui ne prendront pas part au débat public et pour diverses raisons. Chacun est en capacité d'utiliser son rôle de citoyen comme il l'entend. Je crois que les Gilets jaunes, voilà, c'était pour moi le hors-d'œuvre de la contestation populaire et surtout de la reprise en main démocratique, parce que la contestation, c'est une chose, l'insurrection, c'est pas vraiment à espérer concrètement, mais par contre, la réémergence de l'éveil démocratique du citoyen, ça, c'est extrêmement important. Toute nation, toute démocratie ne peut pas vivre sans ça. Sinon, après, on va petit à petit vers une certaine forme d'autoritarisme. Généralement, ça finit toujours très mal et une nouvelle fois, ce n'est pas à souhaiter. Plus les gens se saisiront de ces questions-là, plus on sera en capacité, peut-être, aux prochaines élections, ça fait loin pour certains, je le sais, mais ça permettra aussi d'avoir une démocratique parce que les insurrections ne sont jamais bonnes et très sincèrement, il faut se plonger dans les bouquins d'histoire pour se rendre compte quand même qu'il faut être extrêmement prudent avec ces concepts-là. Mais par contre, une émergence démocratique avec une contestation populaire qui permet de faire des propositions. Vous avez pas mal de collectifs, d'associations. J'ai vu qu'il y avait les syndicats du Gilets jaunes et d'autres que j'oublie probablement, et veuillez m'en excuser, mais on essaiera de mettre quelques liens en bas de la vidéo. Ça veut dire quand même, c'est un élément important, parce que ça veut dire, quelque part, que vous avez des gens qui se sont bougés, pour parler trivialement, qui se sont secoués et qui essayent à 10, à 20, à 30, à 40 de réfléchir, de discuter, de débattre, quelle que soit la nature des propositions. Mais au moins, il y a une discussion. Au moins, on se frotte les cervelles les unes contre les autres. Et ça fait avancer une nation. Ça permet aussi de structurer une nation autour de gens qui s'étaient complètement désolidarisés parce que la vie fait que souvent, on n'a pas le temps de s'occuper de tout et surtout notre destin national. Il y a un avenir sur cette question-là et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, il y a de plus en plus de contestations. Vous avez la culture aujourd'hui qui occupe de plus en plus de théâtre. Vous avez les caristes aussi qui ont manifesté. Vous avez, on voit que dans le corps médical, ça commence à ruer dans les brancards, sans mauvais jeu de mots, et ça fait un petit moment. Il y a pas mal de secteurs quand même aujourd'hui, je ne parle même pas des restaurateurs, des cafetiers qui sont en train de crever la bouche ouverte, pour ces gens de contester et peut-être de se regrouper une nouvelle fois en collectif et d'essayer de faire avancer les choses. De toute façon, vous avez l'élection présidentielle en mai 2022, nous verrons bien ce que ça donnera, nous verrons bien qui sera en capacité de se représenter, nous verrons bien qui sera en capacité aussi de proposer un programme, mais je continue à le penser, si vous n'avez pas un candidat sérieux, crédible, qui posera concrètement la question de l'appartenance de la France à l'Union européenne, ça va être compliqué pour lui et je pense que ça sera, je le dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit chez nos confrères d'RT où j'officie comme éditorialiste, ça sera pour moi un écueil énorme pour Marine Le Pen qui est en train de faire marche arrière sur l'Union européenne, elle est en train de vouloir se présidentialiser et ça va, à mon avis, poser un gros problème pour la crédibilité de son programme parce que de toute façon, j'en ai parlé assez longuement dans cette pastille, l'Union européenne est un véritable problème. La classe politique française, depuis 30 ans, a prêté allégeance à Bruxelles. Donc ceci, c'est le serpent qui se mord la queue. Je crois qu'il faut avoir une réflexion sur notre appartenance à l'Union européenne.
Et une nouvelle fois, si poser ces questions-là, c'est être un dangereux complotiste ou un conspirationniste, j'en suis désolé, mais c'est le débat qui est comme ça. D'ailleurs, on voit bien que sur les questions de l'Union européenne, il y a que peu de débats dans les grands médias. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo sur la situation, l'état des lieux des Gilets jaunes, la contestation populaire. Voilà, les Gilets jaunes, hors d'œuvre de la contestation populaire à venir. Voilà, c'était le sujet de la réflexion aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, dans les prochains jours, de plusieurs émissions. Vous le savez, vous connaissez la chaîne. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu cette vidéo pour déjouer les algorithmes sur YouTube, à liker, à partager sur Facebook. Merci aussi de vous abonner à la chaîne et aux notifications, parce que chaque fois qu'on passe en direct comme ça, vous avez une petite notification. Et pour terminer, n'hésitez pas à nous aider avec un don sur Tipeee. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Également, à vous abonner à Putsch Media à 4,99 € par mois. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à la newsletter, parce que sans les abonnés, sans vos dons, nous ne pourrons pas vivre longtemps. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye et vive la démocratie. Salut!